Les îles du Québec ont chacune leur caractère unique. Anticosti, les îles Mingan, Sept-Îles, l'île aux Grues, l'île aux Coudres, Grosse-Île, l'île d'Orléans et les îles de la Madeleine. Je m'appelle Éric Faneuf et je suis anthropologue-archéologue depuis presque 30 ans. Je vous invite à me suivre et faire le tour des îles, découvrir leur beauté, leurs habitants et leur histoire. Bienvenue à l'Autour des îles. Aujourd'hui, on est à Havre-Saint-Pierre, en Mégonie, sur la Côte-Nord. Ce matin, nous avons quitté le motel de l'Archipel, où nous avons passé la nuit. Nous avons pris le bateau du Service maritime boréal. On s'apprête à faire le tour de l'île Niapisco et la petite île au marteau avec notre guide, M. Guy Côté de Parc Canada. Guy, pourquoi on appelle l'île de Niapisco? Dans les faits, c'est pas sa seule appellation. Elle en a divers. Niapisco, parce que la Commission de toponymie a reconnu dans les années 70, avec la création de l'arrondissement naturel de l'archipel de Mingan, qu'il fallait reconnaître aussi la présence Innu dans ces îles-là. Et quelques îles, donc, ont officiellement vu une modification de leur toponyme. Donc, le nom du lieu de Niapisco, qui était l'île à Samuel pour certains, Grosse-Île à Firmin pour d'autres, est devenu l'île Niapisco, qui fait référence aux pointes de roche, donc à ces enfilades de roches qui sont multiples tout autour de l'île et qui sont dangereuses pour la navigation. Même une de celles-ci a été nommée Titanic par la population d'Havre-Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a eu une occupation autochtone sur les îles, en fait sur l'île Niapisco? Comme pour beaucoup de groupes, l'occupation était surtout saisonnière. On suppose que, et comme on l'a vu sur certaines photographies d'époque, que l'île Coirée, entre autres, ou les îles près du village de Mingan actuel, étaient les lieux les plus fréquentés par eux. Des enquêtes pourraient nous en dire un peu plus là-dessus, mais chasse aux loups marins, chasse aux canards marins, cueillette de petits fruits, dans des lieux assez bien abrités était chose courante sur ces photographies-là. C'est quoi aujourd'hui l'attrait principal de l'île de Niapisco? Bien, les bonnes femmes, comme on les appelle, l'anse des bonnes femmes. Un endroit où les hommes se seraient ennuyés, si on comprend bien. Donc, un endroit où, en séjournant 3, 4 ou 5 jours, pour avoir un bateau rempli de poissons et revenir au village assez fiers d'eux, bien, ces gens-là devaient donc havrer dans l'anse qui est tout juste derrière nous. Et à l'occasion, bien, s'ennuyant de leurs épouses, de leurs blondes, voyaient des formes féminines dans l'anse tout juste ici, dans les monolithes, tout juste à côté de nous. Qu'est-ce qui explique la formation de ces monolithes-là? Ce sont des structures entretenues par Mère Nature, surtout, mais des structures avec une roche tendre, une roche sédimentaire, principalement du calcaire. Précisons aussi qu'il y a plusieurs types de calcaire dans l'archipel de Mingan, mais ces roches-là, donc, en étant des roches tendres, en étant en milieu maritime, connaissant aussi un réseau de fissures en damier, donc des fissures à angle droit, nous donne l'impression que si on va un peu plus loin dans l'imagination, qu'on est au travers d'un jeu d'échecs, mais où il y a eu échecs et maths, et donc certaines pièces ont disparu avec le temps. Puis est-ce qu'il y a des choses particulières sur l'île qu'on ne voit pas sur les autres? Et Niapisco, même, la concentration de ces monolithes-là, leur majestuosité, leur taille impressionne, alors que dans plusieurs endroits de l'archipel, les monolithes sont de taille plus réduite, de l'ordre de 5, 10 pieds, 15 pieds, donc à peine 5, 6, 7 mètres de hauteur. Dans d'autres endroits, ils vont être assez majestueux et nous dépasser le 10 mètres de hauteur aussi. Et l'anse des bonnes femmes sur l'île Niapisco est de ce type.
Donc, il faut voir, d'entre autres, dans le monsieur Niapisco qui est là, le chapeau du pêcheur. Ce sont des marins, ce sont des pêcheurs qui ont utilisé aussi ces monolithes-là. Ces monolithes-là servaient de point de repère pour les marins. De là aussi le mot Mingan. Mingan fait référence à la pierre aussi. Peut-être pas à la constitution, peut-être plus à la couleur de la pierre. Comme les menhirs font référence en breton aux pierres longues, les dolmens aux tables de pierre, eh bien les mengwen, ou pierres blanches, un nom fort probablement d'origine bretonne, a vu ces premiers pêcheurs européens prendre ces points de repère-là, ces enlignements-là avec les rochers, les collines sur la côte, et toujours rappeler que dans tel ou tel enlignement, Marc a pris, c'était en raison d'une bonne pêche, d'un bon coup de pêche fait dans l'eau tout juste connexe à ces îles. Tu m'avais parlé des noms des rochers ou des monolithes qui changent à travers le temps. Oui. C'est quoi l'évolution de ces monolithes-là et pourquoi qu'on les appelle comme ça? Mono, un lit, pierre, lithos, donc un rocher isolé. L'érosion, le gel, le dégel vont agir sur cette roche-là. Dans les basses terres du Saint-Laurent, où se trouve aujourd'hui, on est déjà dans une autre région géologique, comme celle d'Anticosti, comme celle des autres îles du Saint-Laurent. Si on prend tout cet ensemble-là, au travers du temps qu'un homme vit, qu'un humain vit, on voit peut-être peu de transformations, mais l'histoire de la Terre est beaucoup plus ancienne. Et à l'époque où les îles de Mingan étaient déjà formées, c'était formé sous la mer, couche par couche. Mais il y a beaucoup d'endroits où un réseau de fissures s'est imprimé, et ça, c'est lorsque les Appalaches se seraient créés. La dernière partie des Appalaches, du moins les monts Notre-Dame en Gaspésie, on était tout juste à côté, nous, les îles Mingan. Et ces îles de Mingan-là, à l'époque, étaient rattachées à Anticosti. C'était un bloc beaucoup plus uniforme et non pas morcelé, peut-être comme l'archipel qui s'est créé plus tard ici. Et donc, l'eau de l'époque, puis la compression qui s'est passée avec la chicane qui s'est passée en Gaspésie, je pourrais dire, couche de roche qui s'obstine, qui monte, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Donc, on s'est retrouvé à se faire compresser, puis c'est dans les zones de tension, justement, que le réseau de fissures s'est créé. Et avec des changements de niveau marin, mais la mer a eu encore meilleur jeu, beau belle, comme on dit, pour entrer à l'intérieur de ça beaucoup plus facilement, puis nous laisser en place des ruines. Mais des ruines qu'on peut considérer comme des monuments. Ils ont résisté au temps. Ils sont magnifiques d'une certaine façon parce qu'ils sont même un peu mystiques, je pourrais dire. Guy, on est où ici présentement? Bien, on est dans une des nombreuses stations de phare de la région, entre autres à la Petite Île aux Marteaux, dans l'archipel de Mingan. C'est quand même une station de phare isolée, une station de phare en mer, donc insulaire, qui a ses particularités aussi, là. On n'arrivait pas ici, on ne partait pas d'ici comme on voulait. 1915, un premier gardien de phare, Charlot Boudreau. Son gendre va devenir assistant parce qu'il y a des connaissances en mécanique. À partir de 1917, la corne de brume s'installe. Donc, des premiers bâtiments qui ne sont pas nécessairement ici parce que c'est la dernière génération là, des bâtiments qui sont là, surtout les années 50-60. Et là, à ce moment-là, le ministère des Transports de l'époque, Transport Canada, va établir des stations de phare où il y a l'assistant à sa propre maison, le gardien à sa propre maison. C'est un endroit où le dimanche, il y avait une petite cérémonie un peu particulière. C'est que on s'endimanchait à l'époque, comme on disait. C'était le jour du Seigneur. Il ne fallait pas avoir travaillé, il ne fallait pas faire de gros travaux ce jour-là. Mais sans pouvoir se déplacer au village, on se réunissait dans le salon, on ouvrait la radio, on écoutait la messe en famille, à la radio. Peut-être encore plus intéressant pour eux, ils étaient à proximité de nombreuses ressources maritimes, comme des ressources aussi forestières,
avec des îles forestières juste à côté d'eux. Et donc, profitaient de cette proximité-là pour vivre une vie, somme toute, assez agréable. Les gardiens de phare vivaient dans un lieu de technologie aussi. Et les enfants qui vivaient ici apprenaient plein de choses de la vie marine, de la vie terrestre, de la chasse, de la pêche, des technologies radio, mécaniques, moteurs, etc., etc. Donc, ils avaient l'impression même avec les premiers walkie-talkies, c'est comme si on avait été privilégiés, puis c'est nous autres les meilleurs, on a ça, on a ça, on a ça. Mais il fallait, comme je disais, beaucoup travailler. Là. On arrivait ici au printemps, on traversait sur les glaces au mois de mars, avec tout le bétail. Là. La vache, un canot pour pas, au cas où ça défonce, les chiens. On venait surveiller l'hiver parce qu'on fermait la station l'hiver. Mais on traversait le plus tôt au printemps, comme on disait, sous la protection de Saint-Joseph. On traversait à la Saint-Joseph le 19 de mars. Puis on s'amenait donc sur la glace et avec tout le Bataclan. Et on engageait aussi une maîtresse d'école. Il y a eu 6 maîtresses d'école qui se sont suivies ici sur l'île. On faisait la classe dans la belle salle de classe qui était la petite annexe de la corne de brume. Puis, hurrah, hurrah, quand la brume prenait, il n'était plus question de faire la classe. Personne ne s'entendait. Ça vibrait trop dans la salle des machines ou à côté de la salle des machines. Et là, les enfants étaient heureux. Des romans à lire, un dictionnaire épluché, presque l'école buissonnière. Mais quand ça, c'était pour une partie du printemps, une partie de l'automne. L'hiver venu, tous ces enfants-là se retrouvaient à l'école du village. Mais eux aussi sentaient qu'ils vivaient quelque chose de particulier sur l'île, puis ils pouvaient le vivre en famille, surtout. C'est ce qui était peut-être le plus heureux, là. Ça demeure un lieu de solidaire, un lieu d'échange, puis un lieu réellement particulier pour les gens qui y ont vécu. Outre le côté maritime de l'île, il y a un côté naturel aussi spécial ici. Bien, dans les faits, l'île contient plusieurs habitats, dont le plus particulier demeure une lande dans le centre de l'île, une lande qui a un caractère semi-arctique, si on veut, avec un certain nombre de plantes arctiques alpines, des plantes qui sont soit les emblèmes floraux des territoires du Nord-Ouest ou du Yukon, ou sinon des plantes qui portent aussi des petits fruits. Seule difficulté, l'approvisionnement en eau. L'eau douce est assez, je dirais, consistante, assez présente en début de saison. Mais si la saison ça devient un peu, très peu pluvieuse, on voit les réseaux de ces 2 ruisseaux s'assécher. Et là, il fallait faire des réserves d'eau, ce qu'on faisait avec l'eau de pluie. Mais les jardins avaient, sans avoir de difficultés, normalement connaissait un bon rendement. En 1987, la station a fermé. À partir de ce moment-là, elle a été automatisée, même un peu auparavant. Puis depuis quelques années, Parc Canada l'a récupéré et donc il a restauré les maisons en bonne partie et des activités s'y voient presque annuellement, à tous les étés, théâtrales, interprétation, accueil, animation, enfin sur les... Guy, je te remercie énormément de nous avoir fait visiter ces 2 îles et d'avoir partagé avec nous tout ton savoir. Bien, la moindre des choses, je pense que tous les gens moi, qui m'ont nourri là, depuis bien des années, là, je leur dois ça au moins. Là. Non, mais encore merci, ce fut fantastique.